À cet instant précis, des milliers d'ondes invisibles nous traversent de part en part. Absolument, on baigne dedans. Des ondes radio, des variations gravitationnelles, les vibrations du bruit ambiant, c'est un chaos invisible absolument permanent. C'est le mot. Un vrai chaos. Et pourtant, l'univers gère cette circulation avec une précision mathématique redoutable. Comment la physique orchestre-t-elle tout cela? C'est tout l'enjeu de notre analyse du jour. Une très belle mission. Aujourd'hui, l'objectif de cette exploration, c'est de décoder la physique invisible qui se cache derrière les phénomènes du quotidien. Et pour ça, on se penche sur un document fascinant intitulé Les ondes mécaniques progressives. Un texte très riche, oui. Qu'il s'agisse d'une simple goutte d'eau qui tombe à la surface d'une mare et qui crée des ondulations régulières, ou du son qui parvient à nos oreilles en ce moment même, on veut comprendre cette mécanique. Alors, décortiquons tout ça. Je suis prêt. Le monde qui nous entoure est rempli de forces invisibles qui suivent des règles très strictes. Et cette exploration va, pour le coup, changer la façon dont on perçoit le mouvement dans l'espace physique. Ah oui, Oui, parce que la physique des ondes nous oblige à faire une distinction brutale entre ce qui bouge réellement et ce qui donne seulement l'illusion de bouger. d'accord. Donc si on reprend cette image de la goutte d'eau qui crée une ondulation et qui s'éloigne, qu'est-ce qui voyage exactement d'un point A à un point B? Eh bien, une onde mécanique, par définition, c'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. Un milieu élastique, c'est-à-dire... C'est un milieu qui est capable de reprendre sa forme initiale après avoir été déformé. Mais le point crucial, c'est que cette propagation s'effectue sans transport de matière. Attendez, sans transport de matière? Exactement. Il n'y a aucun transport de matière, mais il y a un transport d'énergie. C'est faux ça. Donc l'eau reste sur place en fait. Tout à fait. L'esprit humain a un biais très fort avec ça. On croit voir le voyager, mais non. Ça me fait penser, on utilise souvent une analogie pour rendre ça concret, la fameuse ola dans un stade de foot. Ah oui, c'est la meilleure image possible. Les supporters ne courent pas autour du stade, hein. Ils se lèvent et ils se rassoient. C'est eux le milieu élastique, quoi. C'est ça. C'est le mouvement, enfin l'énergie qui fait le tour des gradins, pas les gens. Je valide totalement cette analogie. Le document mentionne aussi l'expérience d'une corde tendue. Ah! Comment ça marche avec une corde tendue? Si on donne une secousse à une corde, un point M précis de cette corde va se lever au passage de l'onde. D'accord. Puis il va redescendre et se stabiliser. Il n'a fait qu'un aller-retour local. Ce qui est fascinant ici, c'est cette élégance incroyable de la transmission d'énergie pure sans qu'aucun morceau de la corde ne se soit déplacé vers l'avant. C'est vrai que c'est élégant. Mais du coup, maintenant qu'on sait que la matière reste sur place et ne fait que subir la perturbation, comment est-ce qu'elle bouge exactement lors du passage de l'énergie? Eh bien, ça dépend. La mécanique ondulatoire définit deux grands types de mouvements. D'accord. D'un côté, on a l'onde transversale. Là, la déformation de la matière est perpendiculaire à la direction de la propagation. Comme la surface de l'eau ou la corde qu'on vient de mentionner. Exactement. L'onde avance horizontalement, mais la matière bouge verticalement. Ok, je vois. Et le deuxième type? C'est l'onde longitudinale. Dans ce cas, la déformation est parallèle à la direction de propagation. La matière est compressée et dilatée dans le même axe que le voyage de l'onde. Donc, pour vulgariser un peu, si je tiens un ressort géant, un slinky, et que je donne un grand coup vers l'avant, c'est longitudinal. Tout à fait. Les spires du ressort vont se resserrer et s'écarter dans le sens de la longueur. Mais si je donne un coup de fouet vers le haut avec ce même ressort, là c'est transversal. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi. Ces directions dictent en fait la façon dont l'énergie se ferait un chemin dans l'espace. C'est une vraie chorégraphie géométrique. C'est une chorégraphie physique magnifique, oui. C'est la géométrie du milieu et sa nature qui dicte quel type d'onde est autorisé à passer. D'accord, et en parlant des ondes longitudinales, il y en a une qui régit nos vies en permanence, c'est le son. Ah, le son, oui. C'est l'occasion parfaite d'appliquer la théorie à la réalité. Comment ça marche concrètement? Le son, c'est l'archétype de l'onde mécanique progressive longitudinale. Il se propage via la compression et la dilatation des couches du milieu. Donc de l'air la plupart du temps pour nous. Voilà. Il nécessite absolument un milieu matériel. Ça peut être un solide, un liquide ou un gaz. Le document prend un exemple classique, l'expérience de la cloche à vide. Ah oui, celle où on met un téléphone qui joue de la musique sous une cloche en verre. Exactement. Si on aspire tout l'air à l'intérieur, le téléphone devient complètement inaudible. Parce qu'il n'y a plus de matière à compresser. C'est ça. Le document parle aussi de l'expérience de la bougie. Si vous placez une bougie allumée devant un haut-parleur,
vous verrez la flamme vaciller horizontalement, d'avant en arrière. Oh, c'est génial! Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est la preuve visuelle, irréfutable, que le haut-parleur pousse physiquement l'air de manière longitudinale. Il crée de véritables mini-bourrasques de pression invisibles. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on y réfléchit 2 secondes, les films de science-fiction avec leurs énormes explosions bruyantes dans le vide intersidéral, ils ont tout faux scientifiquement. Bah oui, complètement. C'est une hérésie physique. Puisque dans l'espace, sans matière à compresser, il n'y a pas de son du tout. Ça devrait être le silence absolu. Absolument. Le vide spatial ne pardonne pas de ce côté-là. Mais du coup, si le son remplit toute une pièce, disons l'air de la pièce, contrairement à une corde qui n'est qu'une simple ligne, comment est-ce que toutes ces ondes gèrent le fait de partager le même espace? C'est une très bonne question de dimensionnalité. Bah oui, parce qu'il y a de la musique, des gens qui parlent, des bruits de pas. En fait, le document explique bien les dimensions. On a les ondes unidimensionnelles, comme la quande ou le ressort, D'accord. les ondes bidimensionnelles, comme la surface de l'eau, et les ondes tridimensionnelles, comme le son. Et pour partager l'espace, la physique utilise le principe de superposition. Le principe de superposition, qu'est-ce que c'est? Lorsque deux ondes se croisent, elles se superposent au moment exact de la rencontre. Leurs énergies s'additionnent localement. Attendez, elles ne se percutent pas pour s'annuler ou rebondir comme 2 boules de billard? Eh bien non. Et c'est ça qui est contre-intuitif. Elles agissent presque comme des fantômes physiques. Des fantômes à bic. Oui. Elles s'additionnent un bref instant, ce qui crée une perturbation plus grande à l'endroit précis du croisement. D'accord, et après? Et après, la seconde d'après, elles reprennent leur forme et leur direction exacte totalement intactes. Elles continuent leur chemin sans se perturber ni se modifier. C'est fascinant. Elles s'ignorent complètement après cette croisée? Exactement. Mais alors, puisque ces ondes fantomatiques voyagent et se croisent sans aucune entrave, qu'est-ce qui détermine la vitesse de leur périple? Ah, alors là, il faut faire une petite pause sémantique cruciale. Le document insiste beaucoup là-dessus. Dites-moi. En physique ondulatoire, on utilise le mot célérité et non vitesse. Célérité. Pourquoi cette distinction? Une voiture a une vitesse parce qu'elle a une masse. Une onde n'a pas de masse, elle a une célérité. D'accord, c'est subtil, mais je comprends. Et comment on la calcule? La formule de base reste familière. C'est V égale D sur delta T, la distance divisée par le temps. Ok, la base. Mais les facteurs qui influencent cette célérité sont liés au milieu lui-même. C'est-à-dire? La rigidité du milieu augmente la célérité. À l'inverse, l'inertie du milieu la diminue. Donc, ça dépend de ce que l'onde traverse? Absolument. La densité joue un rôle majeur. Le son voyage beaucoup plus vite dans un solide que dans un liquide, et plus vite dans un liquide que dans un gaz. Ah oui, on a des chiffres. Oui, dans l'acier par exemple, le son voyage à environ 5000 mètres par seconde. 5000, c'est énorme. Alors que dans l'air, c'est seulement 342 mètres par seconde. La température joue aussi un rôle, elle accélère le son dans les gaz. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça me fait penser à une image. Je vous écoute. C'est comme faire passer un message murmuré à l'oreille dans une foule. D'accord. Si la foule est compacte et très attentive, ce qui ferait le solide, l'information passe super vite de voisin en voisin. C'est une très belle image. Mais si la foule est éparpillée et inattentive, comme un gaz, l'information voyage beaucoup plus lentement. En gros, plus la matière est liée, plus l'information voyage vite. C'est tout à fait ça. Et pour la corde dont on parlait tout à l'heure, il y a une formule spécifique pour sa célérité. Laquelle? C'est la racine carrée de sa tension divisée par sa masse linéique. Oula, ok. En gros, plus on tend la corde, plus l'onde va vite. Et cela soulève une question importante. C'est quoi l'utilité mathématique de toutes ces lois physiques? Bah oui, à quoi ça sert au final? Eh bien, grâce à ces paramètres, la rigidité, la tension, la densité, on peut calculer ce qu'on appelle le retard temporel. C'est noté avec la lettre grecque τ. Le retard temporel. Oui, c'est le temps exact qu'il faudra pour que la perturbation passe de la source S à n'importe quel point M du milieu. D'accord, on peut prévoir l'avenir de la déformation en fait. Exactement. Puisque la célérité est constante, l'onde agit comme une horloge parfaite. C'est d'une élégance incroyable quand on y pense. N'est-ce pas? Finalement, qu'il s'agisse des notes de musique de notre téléphone ou des vagues qui s'écrasent sur la plage, tout est une question de propagation d'énergie à travers un milieu élastique coopératif. C'est un très bon résumé. Et c'est calculable selon sa rigidité, sa température. C'est une belle façon de réenchanter le quotidien pour quiconque prête un peu attention à ces phénomènes invisibles. Tout à fait. Mais
J'aimerais conclure sur une réflexion ouverte, un point qui n'est pas résolu dans notre texte. Oh, je suis curieuse, allez-y. Si l'onde n'est qu'une énergie voyageuse, qui ne déplace pas la matière de façon permanente, Oui. que devient exactement toute cette énergie une fois que l'onde, disons fatiguée, a fini de traverser le monde matériel? C'est vrai ça. Quand la corde ou l'eau redevient parfaitement immobile. Où est passée l'énergie? C'est une invitation silencieuse à méditer sur la dissipation de l'énergie en chaleur et les grands mystères restants de la thermodynamique.